Ironhead, page 237. Les deux hommes s'enfermèrent dans le salon. Tony, je dois aller à Madère avec Thomas Hawker. Il m'invite ainsi que mon épouse chez lui pour des vacances. Plus que cela, il veut en réalité une couverture de l'armée américaine sur un territoire maritime pétrolifère. Il y aurait des fuites selon lui. Selon nos services de renseignement, voici comment se présente la situation. Le général déploya une carte et désigna des stations offshore sur l'Atlantique. Comme tu le vois, il se trouve de nouveaux projets de stations et plateformes. Marlowe s'occupe de ce projet, mais selon Hawker, on pompe où on veut pomper sans leur consentement. En un mot, illégalité de pompage. Nous devons donc surveiller cela de très près. Voici d'ailleurs la carte océanographique prise comme photo satellite récemment. Ces stations sous-marines sont inconnues, découvertes à quelques miles seulement des lieux de forage. Je vais me rendre sur les lieux demain. Peux-tu ouvrir un dossier? Bien sûr, général, dit Tony Wilde. Je veux que vous soyez présent sur les lieux. Une petite mission sous-marine vous fera le plus grand bien. Essayez de prendre des photos de ces étranges structures de construction sous-marine. Nous ne savons pas à qui nous avons affaire, avoua le général Stevenson. Je veux que vous restiez dans les eaux internationales le plus longtemps possible et après, vous suivrez les ordres pour pénétrer les eaux marocaines. Suivez les directives avec rigueur afin de ne pas déclencher d'incidents diplomatiques. Ces constructions sont dans les eaux territoriales du Maroc, reprit Harry. Pour vous déplacer le plus discrètement possible, vous aurez ceci. Il désigna un micro-sous-marin sur un document de l'US Navy. C'est un nouveau prototype. Il descend à près de 2000 mètres de fond. Et avec ses caméras, vous pouvez prendre des clichés à fort grossissement. La profondeur n'excède pas 1400 mètres dans cette zone qui, d'après la carte géologique du fond sous-marin, indique un relief. Vous serez récupéré par une frégate, un type 23. Battant pavillon américain, ou un Gépard. Je ne peux vous contacter là-bas, Tony, expliqua le général. Vous avez faim? Demanda celui-ci bienveillant. Non, général, dit Wilde. Marlowe Fahrenheit est très introduit. Il embrasse toute la région. C'est un grand des sociétés d'hydrocarbures. Je vais probablement le rencontrer quand ta mission sera finie. Nous nous retrouverons à Tanger. Au revoir, Tony. Tu trouveras toutes les directives bien expliquées et détaillées à ton bureau de police internationale à Los Angeles. Le bonjour à mademoiselle Gloria. Wilde saisit un sandwich au saumon et citron. Il lança « Au revoir, général » à Tanger et disparut dans la nuit en refermant la porte de la villa derrière lui. Le lendemain, Thomas Hawker attendait l'arrivée de Stevenson à l'aéroport principal de Phoenix. Le général arriva dans une Chevrolet. Des hommes de la sécurité ouvraient le passage. Ils portaient des écouteurs radio sur leurs oreilles gauches. Hawker le salua d'une poignée de main forte. « Nous sommes sur le même vol vers Miami, général. Vous êtes en pleine forme, chère madame, lança-t-il à son épouse. Harry était de bonne humeur. Les trois amis aboutirent au hall de départ à l'aide d'un escalier roulant. Ils se parlaient et criaient. Une silhouette attendait dans le hall d'embarquement. Hawker devança les événements. « Général, voici ma femme, Julie. » Très heureux, fit celui-ci en souriant. Le 777 de l'American Airlines décolla majestueusement à destination de Miami. En première, les deux couples discutaient. Hawker entra dans le sujet qui s'y prêtait le plus, son enlèvement au-dessus de l'Atlantique. « J'espère qu'on ne se fera pas enlever cette fois-ci, dit Harry en débouchant une bouteille de champagne. Il renversa un peu et s'écria. « Ne vous en faites pas, Thomas, cela porte bonheur. » La voix de l'hôtesse entra dans des explications détaillées des paramètres de navigation. Elle lança. Mesdames, messieurs, nous survolons le Rio Grande. Je vous souhaite un agréable voyage. Après avoir survolé le Nouveau-Mexique, nous traverserons le Texas, la Louisiane, l'Alabama et nous poserons à Miami, dans l'État de Floride. « Avez-vous des enfants, Thomas ?» demanda le général. « Et vous ?» répliqua Hawker. « J'en ai jamais eu, avoua franchement le haut gradé. Suite à l'affaire Kouroudakis, l'État des Émirats a finalement acheté les chasseurs, dit Hawker. « Poker ?» lança Thomas en sortant des cartes à jouer. Pourquoi pas? Mais je ne mise rien, j'ai en horreur de jouer de l'argent, expliqua Harry, les yeux brillants. Les deux hommes jouèrent 2 puis 3 parties. Harry gagna les 2 premières parties, mais Thomas rafla la 3e. Après 4 heures de vol, le 777 amorça sa descente vers l'aéroport de Miami. Nous nous poserons à Miami dans un quart d'heure. Les conditions climatiques ont été plus que favorables, expliqua l'hôtesse de l'air. J'ai un appartement à Miami, Harry. Nous y passerons la nuit. Jusqu'à demain, dit Hawker. Le Boeing 777 de la compagnie American Airlines se posa en douceur sur la piste principale de l'aéroport international de Miami. Helena Stevenson parlait avec Madame Madeline
Hawker, de tout ce qu'aiment les femmes au monde, la qualité des choses, les plus grands couturiers et les parfums les plus délicats. Nos amis arrivèrent finalement dans l'appartement de l'armateur. Ils y passèrent la nuit. Harry fut contacté par Tony Wilde. « Général Harry, Marlon Fahrenheit m'a appelé. Je vous ai joint au plus vite, je ne sais comment. Il a eu des échos concernant mon arrivée là-bas. » « Tony, je vous avais pourtant dit de ne pas m'appeler. J'ai dit à la fin de l'opération. Cela m'a intrigué, Harry. J'ai jugé bon de vous mettre au courant le plus vite possible, » expliqua celui-ci en bon agent de police internationale. « Harry, ce n'est pas Ironhead. Les constructions sous-marines à proximité de Madère, je ne sais qui exactement. » « Terminé, Harry. À bientôt. » Il raccrocha. Le général américain resta perplexe. Il fuma un cigarillo, l'air absent, dans la chambre. Thomas Hawker regardait la checklist de son Falcon 2000. En réalité, son avion avait la possibilité de franchir la distance Miami-les Açores grâce à un système d'économie de carburant. Son avion d'apparence modeste était classé comme prototype récent de cette fin de siècle. C'était un super Learjet disposant de plusieurs caractéristiques. Un procédé de calcul de route bénéficiant des vents de haute altitude, une autonomie incroyable, multipliée grâce à sa capacité d'emport de carburant extérieur, c'est ce qui en fait un long courrier de petite taille. Le Super Learjet est un peu plus grand que le Learjet 35A. Ces deux turboréacteurs ont subi des modifications pour doubler son autonomie de vol de près de 100%. Il consomme moins et propulse plus. Son rayon d'action à vitesse économique est de près de 8000 km. « Nous sommes sur le bon chemin, » dit le pilote, un certain McGregor. « On peut voir la route sur cette carte GPS. Jusqu'à 100 miles de rayon. Le cap choisi se conserve par pilotage automatique, » expliqua celui-ci à Hawker. Soudain, devant eux, dans l'horizon, « Nom de Dieu, regardez » cria le pilote. Clignotant de mille feux et silencieux, un objet de forme discoïdale apparut les devançant à allure modérée. Le général Harry calma l'atmosphère. « Ne craignez rien, il ne nous vole aucun mal. La soucoupe volante filait devant eux à la même vitesse. »« Je n'en crois pas, messieurs. » souffla le pilote ahuri. Rejetant la tête en arrière, McGregor fronça les sourcils. Thomas Hawker appela sa femme. « Madeleine, viens vite prendre une photo. C'est une occasion incroyable. » Les deux épouses se frottaient les yeux pour voir si elles ne rêvaient pas. Tout à coup, l'OVNI se rapprocha, enveloppé d'un étrange halo lumineux de couleur bleuâtre. Tous étaient émerveillés. Seul le général restait de marbre. « C'est Ironhead, l'Uranien, » se dit-il. Lui seul était monté à bord de la soucoupe avec Tony Wilde. L'appareil à photo s'était arrêté de fonctionner inexplicablement. Helena prit peur, mais le général la réconfortait en la tenant dans ses bras. « Comprenez-moi, ils ne veulent pas révéler leur existence, » dit-il d'un air pondéré. Hawker s'assit sur un fauteuil à l'arrière du salon volant. Il se mit à boire tellement l'émotion était vive. McGregor, le pilote, ne bronchait plus. Il méditait en regardant le ciel et cet étrange objet. Le Super Learjet filait, laissant derrière lui une traînée de fumée mince. La soucoupe le devançait. Le pilote fut surpris de constater que sur la carte EDF de situation, le spot de l'engin extraterrestre volant devant était inexistant. Il en fit part au général. « Notre radar n'indique rien devant nous. Regardez, général, » dit-il en désignant la carte de navigation électronique. « Je sais, Mac, je sais, ils sont indétectables. Nous sommes seuls à les voir réellement, » dit Harry en tapotant de sa main sur l'épaule du pilote privé. Le voyage se continua sans danger. À la tombée de la nuit, nos amis firent un copieux dîner. Leurs épouses s'endormirent en se couvrant chaudement. Les passagers du vol Coca Zulu 2 reprirent confiance malgré l'insolite événement. McGregor buvait du café pour rester réveillé. Il vérifiait sans cesse son plan de vol. Harry Stevenson, ivre, lui dit d'aller se coucher. « Allez dormir, Mac. Cela vous fera le plus grand bien. Ayez confiance. Ce sont nos amis. Nous n'irons pas nager dans le triangle des Bermudes ce soir. Vous pouvez en être certain. » Et il lâcha un hoquet spécifique. McGregor s'endormit. Épuisé, il faisait confiance au pilote automatique. Le général dansait seul dans la cabine de pilotage en faisant des mouvements de hula-hoop éclairés par la lueur du tableau de bord. Ayant bu un coup de trop, il se parlait. « Harry, vieille tête de dinde, qu'est-ce que tu es bien venu faire dans cette galère? Harry à la rescousse, c'est à péter atomique. Heureusement, il n'y a pas de conflit dans cette foutue zone. Oups, il n'y a qu'Harry et l'Atlantique. Yahoo !» Et il se tourna vers ses amis endormis et leur dit « Dormez bien, braves gens, Ironhead veille sur vous. »
Le général Harry se mit à se parler pendant un certain temps, puis épuisé, il s'endormit dans le silence de la nuit. Le Super Falcon volait normalement. 7 heures après, nos amis se réveillèrent. « Bonjour tout le monde !» cria Harry, une casquette de pilote sur la tête. McGregor se dirigea vers le siège de pilotage, impatient de vérifier la navigation. « Chers amis, devant vous, à l'horizon, les Açores, dit celui-ci, d'un air satisfait. J'ai l'impression que le voyage s'est vite passé, dit Helena Kimberley Stevenson. Moi aussi, fit Madame Hawker. Après s'être débarbouillée et lavé le visage, nos amis se retrouvèrent dans le salon principal du Super Learjet autour du petit déjeuner. Seul McGregor s'affairait au fond, à quelques mètres, dans le poste de pilotage. Cap sur l'île de Funchal, lança Thomas Hawker au pilote. Le Super Learjet changea sa direction. Il se rabattit vers la droite et perdant de l'altitude mit cap sur le Maroc. Funchal se trouve à près de 800 km au large des côtes marocaines. Elle est sous possession portugaise, expliqua Hawker. L'océan Atlantique scintillait sous le soleil levant. McGregor prit la parole. Monsieur Hawker, la tour de contrôle des Açores nous interdit l'accès à l'île de Madère. Ils veulent que l'on se pose à Ponta Delgada, par raison de sécurité. Bien, John, faites ce qu'ils veulent. Direction São Miguel, dit Hawker. Ils sont désolés. La piste de Funchal est fermée. Ils ont des problèmes avec le mauvais temps, expliqua le pilote privé, l'air gêné. L'avion de l'armateur continua sa course en décrivant un large virage vers la gauche. Nous irons en Madère en croisière, dit Hawker en sortant des dés à jouer de poker. Poker d'as, lança-t-il. Un ami nous mènera à Funchal sur son yacht. La croisière est très souvent agréable en cette période de l'année, reprit Thomas Hawker. L'arrivée aux Açores se fit dans d'excellentes conditions. Le Super Learjet, approchant la piste de l'île de Ponta Delgada, se posa sans problème. McGregor réduit la vitesse en freinant doucement en bout de piste. Les autorités portugaises souhaitèrent la bienvenue aux passagers du vol Coca Zulu 2. Après les formalités douanières, Thomas Hawker emmena nos amis à la propriété en face de la côte de son ami portugais qui les reçut amicalement. McGregor prit une chambre d'hôtel offerte par M. Hawker. La villa luxueuse de Miguel Olivaro était fort agréable. Nos voyageurs y passèrent une nuit de repos bien méritée. Chapitre 11. Une bien étrange marque Sigma. À Tanger, quelques jours arriva à bord d'un 777 de l'American Airlines le colonel Tony Wilde, habillé en simple touriste. Wilde s'installa chez le consul américain et une journée plus tard, il prit part à bord d'une frégate, le Gépard de l'US Navy, qui mit cap sur l'île de Funchal. Le capitaine Kuno Knights le reçut ainsi. Colonel Wilde, tous vos ordres de mission sont corrects, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi m'ont-ils envoyé un aviateur au lieu d'un marin. Je suis le seul à pouvoir essayer votre matériel, secret d'État. Vous ne devez pas vous poser de questions. Considérez-moi comme un agent de renseignement, avant tout, sans vous poser de questions. Capitaine, voulez-vous répondit Tony Wilde en enfilant une combinaison spéciale de plongée. Toutes mes excuses, colonel, CIA oblige, lança le commandant du Gépard en posant une carte marine sur son bureau. Êtes-vous prêt, colonel Wilde? Alors allons-y, reprit Kinou. Il déploya celle-ci. C'était une carte géographique de Funchal et les Açores à moyenne échelle. Il saisit une baguette et se lança dans des explications. Nous sommes ici, colonel, le carré H11. Nous nous dirigeons à présent vers le sud-ouest. Les constructions sous-marines sont là. Nous vous larguerons à 7 miles nautiques et à bord du mini-sous-marin, vous descendrez et approcherez les constructions sans vous faire repérer en naviguant sous l'eau, en cercle autour de l'objectif. Après, prenez une 50aine de photographies qui seront transmises en direct à notre système de capture vidéo connecté à vos téléobjectifs de vision infrarouge. La profondeur de ces eaux est un indice non communiqué. C'est à vous d'user de votre esprit et de conjuguer vos efforts afin d'obtenir les meilleures informations. En principe, vous disposez d'un lanceur de torpilles de petite taille au cas où vous êtes repéré et attaqué. Ce sont des projectiles très explosifs. Votre rencontre avec des plongeurs de combat, si cela est le cas, ne doit en aucun cas vous alarmer. Votre équipement résiste à la pression de 300 mètres de fond. Le relief dans cette zone est formé de sable. L'indicateur sonar vous donnera la profondeur instantanée. Votre engin
se stabilise par ordinateur et vous pouvez le quitter si une panne survient due à une éventuelle attaque. Ah, j'oubliais, ce médicament est prévu de remonter sans palier. Avalez 3 pilules en une seule fois, c'est top secret. Ce produit médical rétablira votre circulation sanguine et évitera tout accident de décompression. Il permet à l'organisme d'éliminer les gaz respirés. Sachez aussi, colonel Wilde, que vous respirez un mélange de gaz spécialement étudié. Avez-vous des questions? Non, vous pouvez y aller. Au bout d'une heure, le Gépard réduit sa vitesse sans s'arrêter à l'aide d'un treuil à double cordage en acier. Il mit le mini-sous-marin, le Rawas 2, à flot. Wilde s'y installa, referma le sas d'entrée. Saisissant les commandes de direction, il alluma la radio directement en liaison avec le Gépard. Il prit cependant soin de vérifier les fréquences inscrites sur le tableau de bord. Dedans, il faisait sombre. Seuls les indicateurs de navigation étaient allumés. Une boussole à cristaux liquides indiquait le cap, phosphorescente. Un bruit suivi d'un choc indiqua à Wilde qu'il était largué dans les eaux. La voix du capitaine Knights interrompit le silence de flottaison. Colonel Wilde, je vous souhaite bonne chance avec le mot pour vous porter bonheur. Nous allons vous remorquer pendant une demi-heure le temps de vous familiariser avec cet engin. Après, c'est à vous de vous diriger. Les commandes sont très simples. Des feuilles plastifiées sont accrochées à votre tableau de bord. Dites-moi, colonel, c'est confortable? Très confortable. Je vous remercie, répondit Wilde. Absorbé par les manœuvres du mini-sous-marin, traîné pendant une demi-heure, le Rawas 2 fut lâché dans les eaux bleuâtres de l'Atlantique. Ses hélices tournoyantes le propulsaient dans le silence des profondeurs. Wilde ouvrait grand les yeux. Tout devenait sombre. Il alluma les phares. Avant du submersible, un radar lui indiqua l'emplacement des constructions. Elles étaient à près de 10 km, environ 5 nautiques. Le mini-sous-marin filait à 20 nœuds à l'heure. Wilde, captivé par cette technologie maniable, questionna l'ordinateur de bord. Profondeur, 50 mètres. Température extérieure, 16 degrés centigrades. Autonomie de gaz respirable, 20 heures. Voulez-vous remplir les ballasts totalement? Oui, fit Wilde en appuyant sur un témoin lumineux de tableau de bord. Profondeur 100 mètres, 102 mètres. Wilde questionna l'ordinateur par un clavier incorporé rétractable. Quelle est la consommation d'air? 25 litres par minute, répondit la machine. Et de combien est la pression en barre? Wilde eut la réponse en jetant un coup d'œil. Il fut satisfait par le voyant et l'indicateur en cristaux liquides. Le niveau en barre très inférieur au rouge. Wilde s'adressa au capitaine Knights du Gépard en surface. Capitaine Canou, ici Wilde, tout va bien. Colonel Wilde, les ordres sont de vous quitter au point d'entrée du carré H12. Terminé. La radio se tut. Un silence inquiétant s'installa dans la cabine de pilotage. Tony Wilde continua sa descente. Il jeta un rapide regard à la carte de navigation. Ce drôle de sonar. Il approchait doucement des constructions. Wilde descendit à 240 mètres de fond. Il voguait au ras du sable de ce plateau sablonneux. Quelquefois, une dune le secouait au contact d'un courant marin venant en sens inverse de sa progression. Les faisceaux lumineux éclairaient le fond et des poissons torpillés des raies fuyaient devant cette mystérieuse créature de métal qui émettait un bruit continu. Wilde éteignit les phares. Il naviguait au sonar. Il décida de scruter les environs à l'aide de caméras extérieures. Un zoom lui indiqua un tuyau. C'était bel et bien un pipeline camouflé. Wilde prit un cliché infrarouge. Il distingua en se déplaçant doucement à la vitesse de 3 nœuds, loin des constructions des hublots éclairés, voguant en cercle ayant éteint tous ses phares, des silhouettes d'hommes se détachaient dans ces lieux insolites. Wilde coupa les moteurs, son engin se stabilisa. Il prit des clichés. Nom de Dieu, se dit-il, il pompe le pétrole brut sans que l'on y voie quelque chose. Prenant des clichés à fort grossissement en zoom électronique, il se dit « Marlowe Fahrenheit sera content. Mais qui cela peut-il être ?» Regardant par le hublot de gauche, Wilde repéra une étrange